Donc, merci d'être là encore une fois. Je vous laisse vous présenter. Très bien, je peux commencer. Bonjour Pauline, bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Amélie, je travaille chez Rouge Gorge Lingerie je suis chez Rouge Gorge en charge de la RSE. J'ai beaucoup de chance parce que je travaille aussi sur un projet de création de nouvelles marques en intrapreneuriat, donc Lille Lingerie, qui s'inscrit totalement dans la réflexion du sujet et notamment qui fera le lien avec le groupe précédent. C'est comment justement aussi ces grandes marques plus institutionnelles et les grosses entreprises peuvent trouver des solutions pour transformer leur modèle. Et une des solutions peut être de créer une nouvelle petite marque, une nouvelle entreprise, donc là en l'occurrence Lille, pour tester une nouvelle manière de faire. Très bien. Merci beaucoup, Amélie. Flavia, toi, on peut parler des femmes en premier. Ah, c'est gentil. Bonjour à tous, je m'appelle Flavia Redouaneco. Alors, je suis designer indépendant spécialisé dans le upcycling et ce qu'on peut appeler le design circulaire, c'est-à-dire le design d'objets en tenant compte de toutes les étapes de son utilisation, de la fabrication après son utilisation. Donc, je travaille depuis 2016. J'ai fondé un studio de design indépendant qui s'appelle TC Graph Design. Et la caractéristique principale de ma démarche, c'est que je parle de la matière. En fait, je suis une passionnée par la matière, ce qui m'a amenée au design. On ne peut pas voir que de belles matières juste se perdent, ou soit enfouies, ou soit déchirées, effilochées. Donc, en fait, dans ma démarche, c'est la matière qui va m'inspirer la fonction. Donc, c'est un peu le monde à l'envers. En principe, on part d'une fonction pour essayer de trouver la matière qui s'adapte. Moi, je travaille à l'envers. Voilà. Super. Merci beaucoup, Flavia. Richard? Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Richard Préau. Je suis à Montpellier. Je suis consultant créateur, donc consultant auprès d'ateliers, de jeunes créateurs. Je fais également la formation auprès d'artisans pour communiquer de manière numérique, principalement réseaux sociaux et ventes en ligne. Et créateur par le passé, mais aussi je suis redevenu créateur pendant la crise du confinement, quoi, finalement. Donc j'ai relancé une marque sous une autre forme pendant le confinement. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à vous trois. Alors, je vais commencer par vous poser une question assez basique. C'est un petit peu comment est-ce que vous avez vécu ce temps de confinement? Est-ce que pour vous, alors parce que on a un peu cette injonction à dire que si effectivement on a eu la chance d'avoir tout le monde en bonne santé autour de soi, etc., dire que que ce confinement était un temps inédit un peu de créativité, de temps, où on s'est posé, on a pu produire différemment. D'autres personnes, d'autres artistes à qui j'ai parlé ont eux, à l'inverse, senti que ça les avait pris aussi politiquement, enfin pas politiquement, pardon, plutôt la crise sanitaire leur avait plutôt bloqué la créativité. Donc, comment pour vous, comment ça s'est passé? Je sais que pour Richard, pour toi, ça a été un moment justement où tu t'es posé, tu as pu te consacrer à tes projets. Alors, peut-être qu'on commence par toi, puisque tu es là, Richard. Oui. Alors effectivement, moi, les premiers jours du confinement, bon, clairement, les projets sur lesquels je travaillais ont été mis en pause. Donc, ne sachant pas combien de temps ça durait non plus. Donc, les premiers jours, clairement, je ne me suis pas vraiment projeté. J'ai pris le temps, voilà, le temps qui était offert, finalement, je l'ai pris pour moi. Au bout d'une bonne semaine, je pense que c'est à ce moment-là, on s'est un petit peu rendu compte combien de temps on allait être confiné, que ça allait durer à peu près un mois au départ. Donc, je me suis dit, pendant ces 3 semaines qui restent, je vais me remettre sur un projet de création que j'avais dans la tête depuis, je sais même pas si c'est des années, mais bon, c'est un projet que j'avais mis de côté, impossible, j'avais pas pu passer du temps dessus. Donc, et j'avais tous les éléments pour pouvoir le faire pendant ce temps-là qui m'était donné. Donc, j'avais un projet qui
qui étaient à la maison. J'avais tous les éléments que moi je sais faire aussi, c'est-à-dire communiquer, donc animer des réseaux sociaux, faire des photos, faire des vidéos, créer une stratégie de marque, créer un site internet. Donc j'ai mis tous ces éléments-là pour créer une marque qui s'appelle Grand Travers et qui est une marque qui est très très locale puisque Grand Travers c'est une marque, c'est un nom d'une plage, c'est de Montpellier, qui est sur la commune de la Grande Motte. Moi, j'habite la Grande Motte, donc c'est une plage que je connais très bien. Et Grand Travers, c'est une marque que j'avais déposée il y a presque 10 ans pour un autre projet et qui était en pause depuis, je dirais, 8 ans déjà. Et donc, j'ai remixé un petit peu tous ces éléments-là de vie, de pratique, d'expérience sur ce projet-là qui est devenu une marque de linge de table. Premièrement, parce que les tissus que j'avais, effectivement, la côte montpelliéraine, la plage, c'est des petits poissons avec très colorés. Donc, c'est un design qui avait été développé par une amie artiste il y a quelques années. Donc, ils sont propres, qui sont vraiment développés, sont uniques. Et c'était l'occasion donc de raconter une histoire également. Donc, mon histoire aussi, histoire de créateur, de couturier en herbe aussi un petit peu, parce que c'est pas vraiment ma qualification, mais voilà, j'ai quelques petites notions. Et donc, faire du linge de table, c'était aussi facile pour moi de le faire et tout à la maison, quoi. Donc, j'ai pu faire le projet, le lancement, la première production, j'ai pu tout faire à domicile. Et finalement, j'étais assez content, entre guillemets, qu'il y ait un mois de plus pour pouvoir finalement avancer et terminer le projet parce que le projet m'a pris un petit peu plus de temps que ce que je pensais. Et, et de ce projet plutôt personnel est né aussi un projet plus collectif. Donc, c'est l'émergence d'un atelier coopératif de couture sur la région de Montpellier et qui s'est mis en place quasiment en même temps suite à des échanges avec d'autres créateurs et entrepreneurs de la région de Montpellier. Il s'est mis en place que finalement, le local c'était peut-être le moment du local. C'était le moment ou jamais pour que de se réapproprier une forme de circuit court du textile. On y croit beaucoup. Et on avait beaucoup imaginé, plusieurs créateurs, plusieurs entrepreneurs, ce type de mouvement, mais ça n'a jamais vraiment émergé pour X raisons. Souvent, on manque de temps, on manque de cohésion, etc. Donc là, on a pu mettre en place et on a lancé, et là, je vous parle de l'atelier coopératif Les Nouvelles Grisettes, donc, qui a été imaginé pendant le confinement et qui a réellement été lancé tout début juin. On a pu installer, grâce à une cagnotte, gagner grâce à la fabrication de masques, parce que ces masques-là, ils ont servi aussi à protéger des commerçants, des intervenants professionnels pendant la crise, parce qu'il y avait un manque. Et ça a pu constituer une cagnotte qui a pu permettre d'acheter du matériel et surtout de mettre en lien des entrepreneurs voilà, qui étaient pas forcément en connexion, qui ont pu être en connexion à ce moment-là. Et ce qui est intéressant dans l'expérience de Richard, c'est de se rendre compte qu'il a vraiment pris ce temps avec d'autres entrepreneurs qui en fait, vous aviez eu cette idée depuis longtemps et vous n'aviez jamais trouvé le temps de la mettre en exécution, en fait. Alors, c'était oui le temps, mais c'était surtout le temps d'être ensemble. Parce que ce type de projet, à certains moments, on l'avait porté, mais en plus petit nombre, donc moins fort. Justement, pour porter la voix de ce genre de mouvement, il faut aller voir des collectivités, principalement, parce que sans l'aide non plus de collectivités, c'est très difficile dans le domaine textile de pouvoir faire émerger des lieux qui soient pertinents, qui soient rentables économiquement. On sait que c'est très difficile. Donc, il faut l'aide de la puissance publique. On en est convaincu.
Là, par exemple, les premiers locaux ont été hébergés gracieusement par une collectivité de communes, une agglomération. Sans elle, c'est sûr que ça n'aurait pas été possible. Mais sans le Covid, ils ne nous auraient pas écoutés, je pense. Parce qu'on était dans une situation exceptionnelle. Ils se sont dit, bon, ben, situation exceptionnelle, on va répondre aussi exceptionnellement. On va accueillir ce qui nous est proposé. Et il y a quelques mois, tout le monde trouvait ça un petit peu farfelu, quoi, hein, de créer un lieu autour du textile, de faire travailler des personnes ensemble autour de ce type de projet qui est typiquement regardé quand même un petit peu bizarrement parce que clairement, on n'est pas dans les secteurs les plus porteurs économiquement, a priori. Alors, on reviendra, on reviendra sur la question de comment est-ce qu'on crée de la valeur dans un second, donc sur ce projet-là. Flavia, je pense que tu vas pouvoir répondre à cette question de création de masse, de travail en commun tous ensemble, etc., avec ton expérience. Alors, je te laisse la parole un petit peu sur ces sujets. Alors, je suis passée par plusieurs phases pendant le confinement. En fait, un peu comme Richard, au démarrage, c'est un peu le choc et on était tous… je pense que je ne me suis absolument pas posé la question. Je fonçais dans la fabrication de masques un peu comme Mylène avant. On ne se pose pas de questions, on est en mode, allez, il faut agir, 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 agir. Donc, j'ai intégré le même réseau de SIA, pour la fabrication de masques pour le CHU, et ainsi de suite. Ce qui m'a amené aussi à une réflexion plus large sur ce que je faisais, en fait. Parce que c'est un objet là qui a été très basique. Voilà, réfléchi dans l'action pour quelque chose, pour une fabrication immédiate, pour pallier un besoin vraiment très, très court terme. Mais en tant que designer, cet objet masque, on va parler d'usage, on va parler d'ergonomie, on va parler de matière, tout ce que j'aime. Donc, au bout d'une semaine à fabriquer 200 ou 300 masques, je me suis dit, ça mérite quand même un petit peu de réflexion. Et parallèlement à ça, il y avait la réflexion aussi sur le collectif. Donc, on est tous, je pense qu'on est tous, on peut passer par là. Parce que moi, en tant que designer indépendant, je travaille en réseau habituellement, mais je travaille toute seule. Et là, le fait de participer à un mouvement collectif, donc la réflexion sur l'objet le plus pertinent associé à ce mouvement collectif m'a amené à une troisième phase qui a été celle de vraiment m'approcher des collectifs desquels je participais déjà, j'observais de plus ou moins loin, mais de me dire, moi, j'avais vraiment envie de m'investir davantage parce que ça a plus de sens. Parce qu'ensemble, on ne va pas forcément plus vite, mais on va plus loin. Voilà, ça a été dit et redit, et c'est très vrai. Et c'est la force du collectif qui fait qu'on va créer aussi de la valeur. Moi, j'ai des compétences que quelqu'un avec qui je suis associée dans le collectif n'aura pas forcément, mais on se complète, et ainsi de suite. Donc, pour toi, ça a été une réflexion sur ton travail en tant qu'indépendante, comment le voir de façon plus collective? Oui. Oui, et aussi cette réponse immédiate qui était dans l'action, donc pour pallier aux besoins, au manque de masques et aussi de surblouses, etc., ça m'a amené aussi une réflexion plus large sur l'objet en lui-même, comment améliorer cet objet. Et encore plus loin, si on peut donner cette réponse de façon très immédiate, très rapide localement pour les masques, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas pérenniser ça? Pourquoi est-ce que cette réponse ne peut pas être donnée à d'autres typologies de produits? On peut le faire localement, régionalement, nationalement. Régionalement, je suis à Lille, donc pour moi, la région, c'est l'île-Belgique. Voilà. Mais on peut le faire. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Donc, la prise de conscience qui était là déjà avant dans ma démarche, aujourd'hui, ça me paraît comme une évidence. Il faut le faire. Très bien. Écoute, ça, on va revenir dessus parce que je pense que c'est effectivement le cœur du sujet et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voudrais laisser la parole à Amélie sur cette première question et ensuite on enchaîne sur la suite, comment penser un petit peu et comment tirer des conclusions de cette période de crise. Mais j'aimerais entendre Amélie. Avec plaisir. Tu nous as demandé effectivement si ça avait été une phase de blocage ou d'inspiration. Ce confinement, en fait, je pense que
ça a été dit, mais ça a vraiment été les deux. D'abord, le blocage, parce que concrètement, tout s'est arrêté du jour au lendemain et on s'est retrouvés à la maison à essayer de travailler. Les usines étant fermées, les fournisseurs de tissus étant fermés, on ne pouvait plus poursuivre le développement de la marque parce que Lille, on ouvre le site internet lundi, mais il y a 3 mois, on devait faire notre shooting, on était en pleine mise au point des produits, donc tout s'est arrêté. Et en fait, très vite, on a pu être dans une phase d'inspiration parce que dans ce milieu intrapreneurial, on a Rouge-Gorge qui a pu nous confirmer tout de suite que la santé de l'entreprise permettait de poursuivre le projet. Donc ça a été quand même vraiment rassurant pour nous. Et on s'est dit, OK, là, on a quelques semaines où on est à la maison. Donc avec les filles avec lesquelles je travaille, qu'est-ce qu'on fait? On s'est vraiment reposé sur le projet de A à Z, tout ce qu'on avait fait ces derniers mois. On a fait des ajustements et dès qu'on a commencé à apercevoir la réouverture des usines de l'Italie, on a contacté les partenaires et on a essayé de faire un petit rétro-planning et de se dire, OK, et ben là, on a 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? On ne pourra pas faire ce qui était prévu. Donc, est-ce qu'on attend que ça réouvre et on repart comme c'était prévu avec du retard ou est-ce qu'on décide de faire autrement? Et on a choisi cette option. On a été pas mal inspiré par aussi ce qui s'est passé sur des ventes par Instagram, des entrepreneurs qui se sont débrouillés par eux-mêmes, même des grands noms comme Zara qui a envoyé des produits à ses mannequins qui se sont photographiés eux-mêmes. Et on s'est dit, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. On a créé ce qu'on a appelé le plan garage entre nous, comme si on revenait un peu en mode création de zéro, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ça a plutôt été une phase d'inspiration. Parce qu'on a eu beaucoup de chance une fois qu'on était en sécurité. C'est bête, mais être intrapreneur, ça a un côté quand même assez confortable parce qu'on savait qu'on ne perdrait pas nos emplois, qu'on allait pouvoir continuer le projet, que les investissements allaient continuer, avec bien sûr une restriction de budget, mais ce qui permet aussi d'être vachement créatif. Peut-être que tu peux expliquer l'intra-entreprise, c'est donc le développement d'un projet type entrepreneurial dans une grande structure. C'est ça. En fait, c'est une grande structure, c'est Rouge-Gorge, qui nous a confié à une petite équipe la création d'une nouvelle marque de lingerie pour les jeunes filles qui ont un bonnet profond, parce que ça fait quelques temps qu'on observe une évolution de morphologie et c'est un segment de marché qui n'est pas adressé aujourd'hui. Et donc, comme Louise l'expliquait, elle a vraiment eu aussi cette prise de conscience, pareil chez Rouge-Gorge, mais on a choisi de le faire en intrapreneuriat pour que justement ce soit aussi un projet un peu laboratoire, de test, et qu'on puisse tester des nouvelles manières de faire. On est très bon en retail et en développement produit, mais sur le digital, on était un peu moins bon, tout ça. Donc, on s'est dit, allez, on le fait différemment. D'accord. Oui, c'est intéressant d'avoir effectivement la sécurité quand même de la entreprise derrière ce projet. Ce que je trouve très intéressant dans ce projet, comme effectivement dans le projet de Louise juste avant, c'est ce que j'ai aussi essayé un peu de mener comme réflexion dans la première conférence, c'est de se dire que ça répond à une crise de société plus large, à des problématiques qu'aujourd'hui on envisage. Alors ça, j'aimerais qu'on en parle, mais je pense que c'est plus intéressant de terminer la conférence là-dessus, parce que je pense que c'est l'ouverture et la conclusion de cette création pendant la crise. Donc, juste avant, je voudrais qu'on revienne un petit peu, alors à travers vos trois activités, sur donc, la création même en temps de crise. Comment est-ce qu'on crée de la valeur? Alors, Richard, tu expliquais que tu avais pu monter ce projet aussi peut-être parce que tu as été écouté à ce moment-là précis. Voilà, comment est-ce qu'on crée de la valeur et comment est-ce qu'on communique pendant la crise? Alors les marques comme les designers, comme les communicants doivent aussi réfléchir, à parler avec peut-être à vivre tous ensemble ce moment. Richard, peut-être qu'on peut revenir sur ça, comment pour toi ça a permis de développer ton projet aux Nouvelles Grisettes? Alors pour les Nouvelles Grisettes, la valeur, on l'a créée, et c'est la force du collectif qui l'a créée. Et surtout des différentes compétences que chacun peut apporter. Dans le collectif, il y a des entrepreneurs d'autres secteurs économiques. La présidente, elle est gérante d'une société de nettoyage. Le vice-président, il est dans l'immobilier. Il y a d'autres personnes qui sont évidemment du secteur textile. Dans l'association, la trésorière, elle est experte comptable, etc. Donc là, a pu s'associer grâce à la fabrication de masques, parce que ces masques-là, c'est parti des créateurs de mode. Pour Montpellier, c'est Caroline Bouvier.
Et donc, elle a lancé ce mouvement-là et des entrepreneurs sont venus donner un coup de main pour les livrer, pour monter la cagnotte avec les chefs d'entreprise, etc. Donc, ce mouvement-là s'est mis en place à ce moment-là. Après, créer de la valeur, effectivement, on l'a créé un petit peu avec l'émotion, parce que je pense que c'est aussi ça qu'a pu montrer cet espace, enfin, ce confinement. Moi, je l'ai vu aussi à travers mon projet Grand Travers. On a pu quand même plus de temps pour parler. Les gens étaient quand même assez disponibles finalement pour écouter les histoires, pour davantage sur les réseaux sociaux. Donc, il y en a qui étaient sur des sujets plus sensibles ou polémiques, hein, c'est les réseaux sociaux, et puis des personnes qui recherchaient davantage de choses pour s'évader, rêver, et puis pour s'émerveiller de projets qui émergeaient aussi. Donc, je pense à la création de valeur, cette pause-là, on a pu la faire, on a pu en profiter, quoi. Ça a été, les gens étaient dans une autre démarche, une autre attention, alors que ce soit le grand public, mais aussi les collectivités, effectivement, qui nous soutiennent maintenant, et d'autres décideurs, d'autres chefs d'entreprise qui n'avaient pas forcément vu, tiens, c'est les couturiers, les gens qui travaillent dans le textile, ils sont là finalement. Ils sont là finalement, ils peuvent apporter quelque chose au territoire en relançant et en travaillant très localement, en créant de la valeur sur le territoire. Et c'est assez. Alors que pourtant sur Montpellier, il y a tout un réseau des créateurs pour des magasins de mariage, pour faire de la retouche, etc. Il y a déjà tout un réseau qui est assez vivant là, qui n'est pas forcément mis en valeur. Et justement, la valeur est apportée un peu par l'écoute que les autres secteurs de l'économie nous ont apporté, nous ont apporté cette valeur-là. D'accord, donc un temps vraiment pour que tous ces acteurs qui n'avaient pas forcément les mêmes compétences puissent se retrouver, se poser et réfléchir à créer cet espace, parce que c'est donc un tiers-lieu, hein, c'est un espace vraiment avec des ateliers partagés, etc. Donc c'est beaucoup de collectifs. On reviendra dessus juste après. Flavia, je pense que tu peux réagir aussi là-dessus, sur la question de... Alors, Flavia, je voudrais aborder la question de l'upcycling dans un deuxième temps. Je pense que c'est très important, de la matière, etc. Mais là, peut-être que tu peux nous parler aussi en réaction, comment vous avez réussi à créer de la valeur aussi dans le Nord avec Nordcréa, etc. Oui, c'est un peu le même type d'expérience que Richard, parce que Nordcréa étant une association qui a pour vocation vraiment promouvoir le tissu textile, pour faire un mauvais jeu de mots, mais vraiment apporter des réponses à des créateurs dans le Nord, nous mettre en réseau, mettre des compétences complémentaires en réseau. Donc, c'est là la grande force de Nordcréa. Donc, le fait de... Là, ça m'a vraiment poussé à m'investir davantage dans cette association qui est déjà un vivier fantastique de talents, tout simplement, parce qu'on est nombreux dans le Nord, comme partout en France, mais comme je suis ici à Lille, voilà. Et je pense que la création de la valeur vient de l'apport de compétences de chacun des personnes du collectif. On est plus riche quand on est ensemble. C'est indéniable, ça. Après, pour se structurer, parfois, ça prend un peu plus de temps. C'est pas forcément évident. Parfois, ça se passe d'une façon organique, parfois non. Mais on est plus riche quand la création se fait ensemble. Ça me paraît une évidence aussi. Voilà. Et la création, je pense qu'aussi la création de la valeur se fait par la réflexion sur un meilleur produit. Ça, c'est vraiment la pertinence de la réflexion. Donc, c'est pour ça que je parlais au départ de ces deux temps, un temps d'action sans réflexion, et puis après, on réfléchit un petit peu. Et là, on est encore dans ce temps, parce que pour Nordcréa, on réfléchit à la création des produits qui soient pertinents et qui soient à la hauteur de la valeur travail qui est mise dedans pour la confection ici.
dans le Nord, etc. Donc évidemment, s'il s'agit de faire des carrés, des tissus cousus, évidemment qu'en Chine ou en Turquie ou je ne sais pas où, ils seront nettement moins chers que nous. Mais nous, on a les compétences pour faire des choses qui sont meilleures, mieux pensées et qui sont peut-être plus pertinentes par rapport à la valeur du travail qui est mis dedans ici, dans notre territoire. La question de cette crise, c'est vraiment de se demander, parce que évidemment, au sortir de la crise, donc il y a eu beaucoup d'initiatives comme les vôtres, beaucoup de projets qui sont créés. La question, c'était un petit peu, est-ce que toutes ces initiatives vont survivre aussi à la nécessité un peu, disons, nécessité microéconomique, un peu de reprise de l'activité. C'était aussi ça qui se posait comme question, notamment dans le milieu de la mode. Mais c'est indispensable, notamment avec une crise qu'on commence à peine à effleurer. Donc, je pense que si nos métiers veulent survivre, on doit faire mieux, on doit faire plus rapide, on doit faire ensemble, on doit faire plus près. On doit aussi proposer des meilleurs services. C'est aussi la vocation de Norcrea, des services aux créateurs qui veulent faire la création de la valeur en proximité, travailler un circuit court. Donc, c'est vraiment la vocation de la structure. Et voilà, je pense que ce type de structure, comme Norcrea, comme celle que Richard, le tiers-lieu que Richard a aidé à créer, c'est dans un avenir immédiat, ça va être compliqué parce que ça demande un changement de modèle économique, de réflexion, mais il faut tenir bon parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Alors, c'est intéressant parce que donc, la question du tiers-lieu, la question du collectif, c'est ça, c'est une réflexion profonde sur la façon dont on travaille, la façon dont on envisage la création, de la ramener aussi peut-être en France ou en tout cas en Europe, comme tu l'expliques bien, de créer peut-être un peu plus cher mais différemment. Donc la crise elle est profonde dans la mode, c'est-à-dire que bon, on en parle évidemment au Fashion in Days avec cette question de la mode durable, c'est quand même un sujet pour lequel on est tout là. C'est une question c'est une transformation du système de la mode qui est donc sur la production, sur la façon d'envisager la création telle qu'elle est. Au niveau du textile, par exemple, donc dans l'upcycling, toi, je pense que c'est aussi comment est-ce qu'on crée moins, comment est-ce qu'on produit moins, comment est-ce qu'on produit des nouveaux produits qui répondent à une demande, qui répondent à des choses qui n'existaient pas avant. Alors, notamment avec l'île lingerie, Amélie, on va pouvoir parler parce que c'est quand même très important de se rendre compte qu'aujourd'hui, la mode, quand même, moi, je suis assez optimiste. Enfin, en tout cas, vous, acteurs de la mode, être les premiers à vous dire ok, il y a vraiment eu des manquements sur certains aspects, comment est-ce que on propose des nouvelles choses, comment est-ce qu'on sort d'une crise disons un peu plus large. Non, mais c'est évident et ça me rappelle en fait au tout début du projet, donc ça va faire presque 2 ans qu'on travaille déjà dessus. J'avais rencontré Majdouline et elle m'avait dit, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'un produit durable, déjà, la première chose, c'est qu'il doit être acheté et porté. Déjà, la première chose, et ça paraît tellement évident et en même temps, c'est quelque chose auquel je pense qu'on a un peu oublié, même beaucoup oublié en fait. On faisait vraiment à l'envers. Et l'île lingerie, c'est clairement ça, c'est se poser avec les filles. Au départ, le projet, c'était juste une observation et des retours des filles en magasin qui nous disaient « Non mais là, on a de plus en plus de mamans un peu désolées avec leurs filles qui viennent, elles ne trouvent pas de soutien-gorge. Qu'est-ce qu'on fait quoi ?» Et on s'est dit, mais oui, il y a un océan bleu, là, on ne traite pas ce sujet des jeunes filles qui ont une forte poitrine. Donc, c'est parti de là. Ensuite, la coloration responsable, on l'a mise parce qu'on sait bien que de toute façon, c'est la seule option. Et clairement, créer une entreprise aujourd'hui, on doit forcément réfléchir à une entreprise qui va être utile au monde, au sens très large. Sinon, ça ne fait pas sens. On n'a pas de collaborateurs, on n'a pas de moteur, on n'a pas de clients, on n'a rien, on n'existe pas finalement. Ou alors, on va disparaître en très peu de temps. Et donc, cette entreprise utile au monde, c'est dans tous les pans. Et en fait, ce qui est bien là dans cette table ronde, c'est que ce soit Flavia ou Richard ou moi, finalement, c'est 2 mondes qui sont en train de
de se retrouver et on sait qu'on va travailler ensemble demain. Et c'est cette transition qu'on est en train d'effectuer, qui n'est pas simple, mais qui est nécessaire et qui en plus est hyper intéressante et riche. Aujourd'hui, très clairement, je ne fabrique pas mes soutiens-gorge en France, pardon. Je les fabrique en Tunisie parce que quand j'ai discuté avec les filles, donc on a fait à la fois des tables rondes avec les filles, mais aussi on a fait un grand questionnaire. Elles sont prêtes à mettre plus d'argent dans un soutien-gorge de qualité qui sera respectueux de l'environnement avec des matières recyclées, mais pas non plus suffisamment pour qu'il puisse être produit en France aujourd'hui. Mais j'ai très bon espoir que dans quelques temps, il sera produit en France parce qu'on va faire aussi le lobby pour changer les législations, aider aussi en termes de fiscalité pour que le Made in France soit plus facilement accessible. Par contre, ce soutien-gorge, il va arriver sur le territoire français, il va être porté par une jeune fille qui va changer souvent de taille, à peu près 3 fois par an. Ce soutien-gorge aura été fait de manière durable, beaucoup de produits un peu essentiels, donc il va pouvoir plaire à plein d'autres filles. Comment je lui rends une deuxième, une troisième, une quatrième vie? Et ça se passe dans le territoire français, voire dans le territoire local. Et c'est clairement cet axe, moi, qui m'anime profondément et que je viens défendre ici, en plus du projet plus court terme avec les produits qui sont en train d'être mis au point, mais parce que je pense que là, on a des clés pour penser relocalisation, le territoire, comme le dit Richard, ça doit se passer avec les territoires. On doit penser réparation, on doit penser upcycling, on doit penser customisation pour qu'il plaise vraiment à la fille qui va potentiellement l'acheter en deuxième vie. Et je trouve que là, c'est vraiment un très bel exemple de Flavia qui vraiment au service des créateurs. Et puis moi, même si c'est plutôt Richard, enfin Rouge-Gorge, c'est une grande entreprise, mais finalement ça marche aussi quoi, des petits créateurs ou des grandes marques. Comment est-ce qu'on travaille ensemble et qu'on trouve des solutions agiles, intelligentes, résilientes? Parce que clairement, je suis d'accord avec toi, Flavia, on n'est qu'au tout début. Et donc, on a forcément en tête le fait qu'on est quand même très tributaire de plein de choses. Et quand ça se reproduira, parce que ça va se reproduire d'une manière ou d'une autre, comment on se sera préparé pour qu'on reste en activité et que moi, Lille Lingerie, mon job, c'est de permettre aux jeunes filles d'être aussi à l'aise dans leur soutien-gorge et dans leur basket, mais que ce soit fabriqué… voilà, enfin, mon job à moi, c'est de faire qu'il soit fabriqué dans des meilleures conditions, mais c'est surtout de lui assurer des belles journées au lycée, au collège. Et si en plus derrière, on a de la formation, de l'emploi et qu'on inspire ces jeunes filles par ce qu'on fait, je pense qu'on aura tout gagné, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis sur la transition. C'est vrai que je pense qu'on est tous à un moment où on a envie de réfléchir aussi. Alors, moi, ça va être plus en réflexion théorique et vous, à travers à la fois vos réflexions personnelles et puis dans vos travails. Le Made in France, je trouve ça intéressant ce que tu dis aussi, de souligner qu'aujourd'hui, le Made in France n'est pas encore toujours la meilleure option pour tout, parce qu'on a aussi des savoir-faire on a quand même des années de délocalisation derrière nous qui font qu'on a perdu certains savoir-faire. Alors, je pense par exemple au jean, mais alors il y a d'autres, très probablement d'autres secteurs industriels qui ont aussi perdu. Donc, je trouve ça intéressant que tu soulignes cette question-là, de dire que aujourd'hui, c'est pas parce qu'on ne fait pas du Made in France qu'on n'est pas dans une volonté de faire une transition, de participer à un collectif, etc. Voilà. Donc, c'est important et je pense qu'au final, dans vos 3 approches, c'est l'humain en fait qu'on retrouve, qu'on a peut-être aussi voulu retrouver et qu'on a dû retrouver pendant la crise du coronavirus, parce que c'était aussi ça, la question de la solidarité. Elle se retrouve dans des projets comme des tiers-lieux, comme des espaces où on crée tous ensemble, autour d'une sorte d'effort un peu de peut-être, alors je n'irais pas dire un effort de guerre, parce que c'est peut-être un peu trop, mais en tout cas un effort de transformation. Et puis comment ensuite on remet l'humain dans la production et dans la façon dont on envisage le produit même. Et puis la proximité. Parce que très clairement, quand on travaille avec des partenaires, même si c'est des vrais partenaires, mais qui sont très très loin, cette notion de proximité, elle est compliquée quand on a traversé une crise comme aujourd'hui. Alors que quand on est proches les uns des autres, c'est quand même beaucoup plus simple. Et quand on a l'humain, effectivement, quand on a réussi à travailler ensemble avec des valeurs communes,
très naturellement, en fait, on fonctionne aussi bien ensemble en période de crise, enfin mieux. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. On gagne beaucoup de temps, en fait, finalement. Ouais. Donc finalement, cette crise, elle a été, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle a été positive, mais elle a en tout cas permis un temps de réflexion, en tout cas pour vous trois, c'est quand même assez flagrant. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Parce que je pense que on a encore 2 petites minutes pour écouter vos derniers petits ressentis sur ça, sur ce moment. Richard, par exemple, toi, ça t'a quand même permis de créer un tout nouveau projet, de réinvestir une communauté. Donc, j'espère que ce sera durable. Oui, l'idée que ce soit durable, mais c'est vrai que les 2 projets, que ce soit Grand Travers, du linge de table, qui répond aussi, on parle de savoir-faire et d'économie et de rentabilité. Donc, par exemple, le linge de table, c'est un produit qu'on peut faire en France. Il n'y a pas un gros écart, à part avec les pays, avec l'Asie, etc. Mais on peut faire un produit qui reste relativement abordable. On peut faire beaucoup de créations. Moi, par exemple, je travaille avec Tissu d'Avenir qui est à Laval, qui font les impressions numériques et qui sont très ouverts à travailler avec des petits créateurs, des jeunes créateurs, pour faire des productions plus limitées. Ils ne font pas que des grosses productions. Mais c'est vrai, c'est de raconter, que ce soit Grand Travers ou Nouvelle Grisette, c'est de revenir à taille humaine, à travers un territoire. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire lancer des nouveaux projets qui sont cohérents sur un territoire sans avoir besoin non plus d'aller les chercher. Et effectivement, ça nécessite de faire une réflexion sur le produit et de savoir bien le produire au meilleur prix et de répondre au marché, surtout le développement produit. Je rejoins Amélie là-dessus. Il faut que le produit réponde au marché, sinon votre fabrication elle vous reste sur les bras et c'est très 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 courant dans les jeunes marques, notamment parce que dans les jeunes créateurs, il y a beaucoup de reconversion professionnelle avec des personnes qui viennent de secteurs différents du textile et sans vraiment connaissance effectivement des contraintes de la fabrication. À l'étranger, mais en France, effectivement, on a des problèmes de coûts pour avoir des produits qui sont abordables au niveau du marché, c'est pas forcément évident. Donc, il faut vraiment que le produit soit super bien développé, super bien pensé, qu'il apporte quelque chose. C'est aussi ça le développement durable. On crée aussi pour apporter quelque chose de mieux. Là, je rejoins Flavia, de mieux pour le consommateur, pour la planète, pour le créateur, pour tout l'écosystème. Flavia, une dernière petite remarque sur ça. Ouais, sinon, il y a une question. Alors, passons à la question. Il n'y a pas de souci. Alors, Amélie, Flavia, Richard, d'abord, quelles sont vos prochaines échéances et quels sont les freins que vous rencontrez le plus dans le développement de vos projets? Alors, les prochaines échéances, là, à titre personnel, je termine des projets qui se sont réveillés fin mai, qui ont tous été suspendus avant le Covid. Bref, et entre-temps, j'ai pris d'autres projets, donc ça fait un peu de neige. C'est pas grave, on va faire face à tout ça. Ouais. C'est bien, les entreprises se réveillent. Alors, ça, c'est à titre personnel. Après, une grande prochaine échéance, c'est vraiment la structuration de ce pôle chez Norcrea. C'est plus un laboratoire. Donc, moins fabrication à grande échelle, mais petites séries. Donc, ça, c'est en réflexion. C'est une grande échéance pour nous, en tout cas. De façon plus large, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la fabrication à la demande. Si on veut fabriquer en France, le modèle économique, c'est fabrication à la demande, c'est pas de surstock. Circuit court, c'est indispensable. Et même allié dans un modèle économique, par exemple, comme chez Rouge-Gorge, où il n'est pas possible de fabriquer en France, mais essayer d'intégrer petit à petit, dans la mesure du possible, une partie, en tout cas, de la production au circuit court. Ça serait intéressant que les grands acteurs commencent à se pencher là-dessus. Je pense qu'ils s'y penchent, mais c'est le moment d'agir, en fait. Plutôt que d'attendre, comme Amélie disait tout à l'heure,
le retour de bâton, parce que je pense que la crise n'est pas finie. Oui, on n'a malheureusement pas eu le temps d'en parler, mais la question des stocks, elle est cruciale dans la mode aujourd'hui. Elle est liée aussi à la folie des calendriers, des collections qui doivent tout le temps se transformer, etc., qui a fait que pendant la crise du coronavirus, et c'était déjà une question qui se posait beaucoup, on s'est retrouvé avec des surstocks de produits qu'on n'a plus, en plus, depuis quelque temps, le droit de détruire, qui pose aussi beaucoup de questions. Heureusement. Heureusement, bien heureusement, que ce soit un petit peu harmonisé sur le plan européen, mais voilà. Et voilà, toutes ces questions, c'est aussi comment est-ce que effectivement on produit de façon moins folle. Et voilà, bon, les stocks, ça aurait été un sujet très intéressant à discuter. Je laisse la parole à Amélie, puis à Richard sur la question de vos prochaines échéances et des freins que vous rencontrez. Et ensuite, il y aura 2 autres questions qu'on va faire rapidement. Donc, Amélie, je te laisse la parole rapidement. Alors, sur les échéances à très court terme, c'est l'ouverture du site internet lundi. Donc là, on peaufine le site et le développement des prochaines collections en ayant vraiment à cœur de bien cerner le besoin pour justement limiter au maximum les stocks. Et donc, finalement, on a transformé un peu notre manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'on n'a que peu de blocs formes finalement qu'on va venir habiller pour que la cliente elle sache exactement ce qu'elle aime et qu'en question de taillage, en fait, c'est une standardisation. On essaye vraiment de standardiser au maximum. J'ai discuté avec Tekin et tout ça. Et bien sûr, c'est un rêve absolu de bosser à la demande. Mais il n'y a pas d'atelier de corsetterie aujourd'hui dans le parc. Donc, il faut créer aussi ces partenariats avec des usines. Mais bien évidemment, c'est l'objectif ultime. Et pas de frein. La difficulté, c'est justement de réussir à travailler en parallèle un court terme sur un lancement de site et un développement plus traditionnel pour quand même lancer cette marque, avoir de l'appétence, avoir des premières clientes et pouvoir amorcer la machine. Et en parallèle, travailler sur les nouveaux business models, l'échantillonnage. J'ai un rendez-vous bientôt chez Norcrea pour justement travailler sur l'upcycling. Comment on peut faire justement sur des petites séries et tester des choses nouvelles et différentes. Donc, c'est un peu ça la difficulté, c'est d'être en même temps sur les deux tableaux. Super. L'upcycling, je rappelle, c'est le fait de prendre des anciens vêtements et de les transformer pour en faire de nouvelles pièces et donc réutiliser ce qui existe déjà. Richard, à toi de répondre à cette question et ensuite je vous pose une dernière question. Richard, prochaines échéances et freins au développement de tes projets. Alors, pour Grand Travers, en premier lieu, maintenant, c'est de continuer le développement, c'est de dépasser le cercle montpelliérain qui m'a permis de faire un bon lancement de marque et de pouvoir faire fabriquer chez les Nouvelles Grisettes aussi les futures collections qui sont déjà sorties. Donc, c'est de travailler le marketing, un petit réseau de boutiques aussi physiques de revendeurs dans la région, en priorité à la Grande Motte parce que c'est l'épicentre de la marque. Donc, c'est vraiment une marque qui a toute sa place dans la région et on va travailler là-dessus. Pour les Nouvelles Grisettes, là, on est en pleine phase de consolidation, on va dire. L'atelier tourne, on a des commandes, des jeunes créateurs veulent faire leur production, leur prototypage ici parce que c'est la notion de proximité est hyper importante et surtout la notion de pouvoir travailler de manière plus flexible sur des plus petites quantités. Effectivement, on en revient toujours là-dessus. Et puis surtout, on travaille sur le dossier de fond, c'est-à-dire l'émergence solide et durable du tiers-lieu, parce que là, pour l'instant, nous sommes sur un mode un peu temporaire jusqu'à la fin de l'année. Mais voilà, on travaille les dossiers auprès des collectivités, donc business model, présentation, recherche de partenaires privés publics pour asseoir le projet tiers-lieu définitivement dans la région de Montpellier. Très bien, merci beaucoup. Alors, petite question piège peut-être. Avez-vous des modèles d'entrepreneurs ou de personnalités qui vous ont inspiré pendant la crise? Ah ouais, moi ouais. J'adore Julia Ford-Loom. Donc, évidemment, je l'ai écoutée il y a 2 jours et
J'adore sa liberté de pensée, d'action. Et elle m'inspire beaucoup, et notamment durant la crise, tous les articles sur le confort. Voilà, le mot m'échappe. Mais, mais voilà, moi, c'est Julia Fort, c'est Loom. D'accord. Flavia? Non. Tu as le droit de dire non. Non. Je n'ai pas eu un créateur en spécifique qui m'a inspirée, mais c'est surtout le fait de côtoyer plein de petits créateurs qui ont la niaque, qui ont envie de faire bouger les choses. Ça m'inspire tous les jours. Voilà. Pendant le confinement, maintenant, voilà, c'est surtout ça. Est-ce que j'aurais répondu aussi? Richard? Pareil, moi, j'ai pas de modèle à la star, on va dire, mais voilà, moi, c'est les personnes avec qui j'ai monté, coopéré pour monter le projet des Nouvelles Grisettes. C'est des personnes que je connaissais, mais là, on se connaît encore mieux et on s'est découvert effectivement, et c'est ça qui est super enrichissant, qui m'apporte encore maintenant, qui va m'apporter très longtemps, et j'espère à eux aussi. Très important finalement dans vos 3 témoignages, l'importance du collectif quand même qui ressort à chaque fois, et même dans cette question-là, donc c'est intéressant. Donc dernière question, je pense qu'elle va bien clôturer cette discussion. Comment surmontez-vous la peur de l'avenir, l'incertitude et la vulnérabilité? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop vulnérable ni incertain, vous 3, donc Richard? Ouais, je pense que c'est un état d'esprit, effectivement. Peut-être que voilà, il y a des personnes qui se posent plus de questions que d'autres, qui sont plus vulnérables. Moi, peut-être que pour ma part, pour revenir en collectif, d'être en collectif, c'est de vivre une manière aussi de parer, d'être plus fort sur des moments de crise qui sont comme celui-ci. Moi, je me suis pas retrouvé isolé, même confiné. Effectivement, il y avait cette possibilité de pouvoir partager avec les visioconférences, avec les réseaux sociaux, d'avoir quand même cette fenêtre sur l'extérieur. Et voilà, pour ma part, moi, c'est cet état d'esprit partagé avec d'autres qui nous rend plus forts, et donc qui permet d'avoir un peu moins de doutes, même si on en a évidemment. Merci Richard. Amélie? Oui, alors, c'est le confort marginal, l'article de Loom. Je suis d'une nature optimiste, donc je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Et puis, c'est pas de moi, mais on n'a plus le temps d'être pessimiste. Donc, il faut être optimiste et aller de l'avant. Puis, on a la chance de faire. Et je pense qu'en faisant, on a l'impression de maîtriser quand même quelque chose, et ça aide beaucoup. Et effectivement, quand on a un coup de mou, le fait d'être justement plusieurs et d'être ensemble, il y en a toujours un qui va pouvoir redonner de l'énergie. Et voilà, on ne peut agir que de l'intérieur, donc on agit et c'est bien. Merci Amélie. Flavia? Alors, je suis de nature méfiante, presque pessimiste d'habitude. Mais par contre, en fait, le réalisme aujourd'hui me pousse à me dire que si on n'agit pas, on va se prendre une crise de plein fouet, de la pire des façons. Donc, il faut agir. Le fait d'être relativement réaliste ne m'empêche pas d'agir, et c'est ce qui me pousse à agir, en fait. Ouais, je suis d'accord, Flavia. Je pense qu'on peut conclure cette conférence par la phrase suivante: il faut agir et pas se poser trop de questions et continuer à aller de l'avant pour sortir de ces crises, ces crises, et puis aller de l'avant. En tout cas, je pense qu'on est bon, on a 5 minutes d'avance, il n'y a plus de questions particulières. Moi, je veux vous remercier beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi, et d'abord par téléphone et aujourd'hui. Et j'ai appris beaucoup de choses et c'était très inspirant. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt. Merci Pauline. Merci beaucoup, merci Pauline. Merci à bientôt. tout le monde, à bientôt. Au revoir.